Hier, tu m'as promis que cela ne se reproduirait plus. Je n'ai jamais dit ça. Si, je me souviens très bien de cette conversation. Non, tu déformes encore tout. Mais j'étais là, je t'ai entendu. Tu vois, c'est exactement ton problème. Tu es beaucoup trop sensible. On ne peut jamais rien te dire sans que tu en fasses un drame. Quelques minutes plus tard, la personne blessée finit par répondre « D'accord, je suis désolé. Observez ce qui vient de se passer. » La conversation avait commencé par une promesse non tenue, un événement précis, mais cet événement a disparu. La discussion porte maintenant sur votre mémoire, votre sensibilité, votre personnalité, et à la fin, c'est vous qui vous excusez. Vous avez peut-être déjà quitté une conversation avec cette sensation étrange. Au début, vous étiez certain de ce que vous aviez vu ou entendu. 20 minutes plus tard, vous ne saviez plus quoi penser. Vous vous demandiez si vous aviez exagéré, si votre mémoire était mauvaise, si vous étiez réellement trop sensible. Et si le problème venait finalement de vous. C'est souvent à cet endroit que commence le gaslighting. Dans cette vidéo, nous allons examiner 7 signes qui permettent de reconnaître ce mécanisme. Mais une distinction est essentielle. Un désaccord n'est pas forcément du gaslighting. Une personne peut oublier une phrase. 2 personnes peuvent garder des souvenirs différents du même événement. Quelqu'un peut se défendre maladroitement sans chercher à détruire votre perception. Ce qui compte, ce n'est pas une phrase isolée. C'est le même schéma qui revient. Et le signe le plus inquiétant n'est pas toujours ce que l'autre personne dit. C'est ce qui commence à se passer dans votre esprit après la conversation. Pour comprendre ce processus, imaginons une situation. Claire confie un problème personnel à son compagnon. Elle lui demande clairement de ne pas en parler. Quelques jours plus tard, pendant un dîner, une connaissance fait une remarque qui montre qu'elle est au courant. Claire attend d'être seule avec son compagnon. Elle lui pose la question. Il répond immédiatement « Je n'ai rien raconté ». Claire explique que cette personne ne pouvait pas connaître ce détail autrement. Il répond « Tu tires toujours des conclusions sans preuve ». Elle lui rappelle leur conversation. Il lui dit qu'elle mélange probablement plusieurs souvenirs. Lorsqu'elle explique qu'elle se sent trahie, il soupire. « Tu es beaucoup trop sensible. Ce n'était même pas important. » Claire insiste. Il lui reproche alors de ne jamais lui faire confiance. Il rappelle plusieurs erreurs qu'elle a commises dans le passé. 1 heure plus tard, Claire ne parle plus du secret révélé. Elle essaye de prouver qu'elle n'est pas paranoïaque. Elle défend sa mémoire. Elle explique qu'elle ne voulait pas l'accuser injustement. Et elle finit par s'excuser d'avoir créé une dispute. Cette situation est illustrative. Elle ne suffit pas à juger toute une relation. Elle ne permet pas non plus de connaître les intentions exactes d'une personne. Mais elle montre un déplacement très précis. Le comportement du compagnon devient la réaction de Claire. La réaction de Claire devient son caractère. Puis son caractère devient le véritable problème. Le gaslighting est un mécanisme par lequel une personne nie, transforme ou minimise régulièrement l'expérience d'une autre, jusqu'à ce que celle-ci perde confiance dans sa propre perception. Il peut apparaître dans un couple, dans une famille, dans une amitié ou au travail. Il n'est pas toujours possible de savoir si chaque geste est calculé. Mais la question la plus utile reste la même. Que produit ce comportement lorsqu'il se répète? Premier signe, les faits sont systématiquement effacés. Cela ne s'est jamais passé. Je n'ai jamais dit ça. Et tu inventes. Tout le monde peut l'oublier. Le problème commence lorsque la négation devient presque automatique. Vous mentionnez une parole. Elle est saignée. Vous montrez un message. On vous explique que vous l'avez mal interprété. Vous rappelez une promesse. On affirme que ce n'était pas vraiment une promesse. Vous ajoutez un détail. Le sens des mots change encore. Vous dépensez alors toute votre énergie à prouver un fait que vous aviez vécu avec clarté. Mais chaque preuve ouvre une nouvelle discussion. Le premier signe concerne donc l'événement lui-même. Il est effacé avant de pouvoir être examiné. Deuxième signe, votre émotion remplace le sujet. Vous dites que vous êtes blessé. La réponse n'est pas « Qu'est-ce qui t'a fait ressentir cela ?» Elle devient « Tu es trop sensible. » Tu dramatises. Tu prends tout personnellement. Le comportement initial n'est plus discuté. Votre émotion devient le problème. Cela ne signifie pas qu'une émotion prouve automatiquement que votre interprétation est juste. Nous pouvons tous mal comprendre une situation. Mais une conversation honnête peut dire « Je ne vois pas les choses comme toi, mais je comprends que cela t'ait blessé. » Ici, c'est l'inverse. Votre émotion sert à éviter les faits. Le deuxième signe ne nie donc pas forcément l'événement. Il transforme votre réaction en raison de ne plus vous écouter. Troisième signe,
votre crédibilité est attaquée. Tu as toujours eu une mauvaise mémoire. Tu te fais souvent des idées. Tu n'es pas dans ton état normal. Tout le monde sait que tu exagères. La question n'est plus de savoir ce qui s'est passé. Elle devient « Peut-on réellement vous croire ?» L'autre personne n'a plus besoin de répondre à votre observation. Elle doit seulement rendre votre parole suspecte. Si votre mémoire est mauvaise, elle n'a rien à expliquer. Si vous êtes irrationnel, elle n'a rien à reconnaître. Si vous êtes de trop émotif, votre version peut être rejetée sans être examinée. Dans un désaccord ordinaire, deux versions s'opposent. Ici, une version est discutée, l'autre est disqualifiée. Et ce mécanisme peut fonctionner sur quelqu'un d'intelligent et de raisonnable. Parce que cette personne ne cherche pas forcément à gagner. Elle veut protéger la relation, elle veut être juste. Elle sait qu'elle peut se tromper. Elle examine donc son propre comportement. Cette capacité à se remettre en question est normalement une force. Mais lorsqu'elle n'existe que d'un seul côté, elle devient une faille. Vous vérifiez vos souvenirs. Vous reconnaissez vos erreurs. Vous réévaluez vos intentions. Pendant ce temps, l'autre personne n'examine jamais les siennes. La personne la plus disposée à douter finit par porter toute la responsabilité. Quatrième signe, l'ordre des événements est réécrit. C'est l'un des signes les plus subtils. Parce que la nouvelle version peut contenir des éléments vrais. Mais leur ordre est inversé. Une personne fait une remarque humiliante. Vous réagissez avec colère. Plus tard, l'histoire devient « Tu as commencé à m'agresser sans raison. » Votre colère était réelle, mais la remarque qui l'a précédée a disparu. Une personne cesse de vous répondre pendant plusieurs jours. Lorsque vous demandez une explication, vous devenez inquiet et insistant. La nouvelle histoire devient « J'avais besoin de distance parce que tu es étouffant. » Votre insistance était réelle, mais elle est présentée comme la cause de la distance. Alors qu'elle en était peut-être la conséquence, ce type de réécriture n'a pas besoin d'inventer une histoire entière. Il suffit de retirer le contexte, votre réaction devient le début de l'événement. La cause disparaît, et vous vous retrouvez à défendre votre comportement, au lieu de parler de ce qui l'a déclenché. Faisons une courte pause. Repensez à la dernière conversation après laquelle vous vous êtes senti profondément confus. Quelle était votre question au début? De quoi parliez-vous 10 minutes plus tard? Et qui essayait finalement de se justifier? Si le sujet initial disparaît toujours au profit de votre réaction, ce déplacement mérite votre attention. Car le signe suivant va plus loin. Il ne modifie plus seulement l'ordre des faits, il échange la place des personnes. Cinquième signe, les responsabilités sont inversées. Vous commencez la conversation parce que vous avez été blessé. Quelques minutes plus tard, vous consolez la personne qui vous a blessé. Vous demandez qu'une limite soit respectée. Elle vous accuse d'être froid ou égoïste. Vous évoquez un mensonge, elle vous reproche votre manque de confiance. Vous expliquez qu'une phrase vous a humilié, elle affirme que votre accusation lui fait plus de mal que ses paroles ne vous en ont fait. Vous devez alors la rassurer pour pouvoir continuer. Vous devez prouver que vous ne la considérez pas comme mauvaise. Vous réduisez votre douleur pour ne pas augmenter la sienne. Vous vous excusez presque d'avoir soulevé le problème. Le quatrième signe, réécrivez la chronologie. Le cinquième inverse la responsabilité. Vous aviez commencé la conversation avec une blessure. Vous la terminez en protégeant la personne qui l'a provoquée. Sixième signe, vos points de référence extérieurs sont discrédités. Vous parlez à un ami, il trouve la situation préoccupante. L'autre personne répond « Ton ami a toujours été jaloux de notre relation. » Vous en parlez à votre famille. On vous dit « Ta famille indienne ne m'a jamais accepté. » Vous consultez un professionnel. La réponse devient « Cette personne te met des idées dans la tête. » Un ami peut se tromper. Une famille peut être partiale. Un professionnel peut ne pas disposer de tous les éléments. Mais dans une dynamique préoccupante, toutes les sources extérieures finissent par être décrites comme hostiles ou incapables de comprendre. Chaque personne qui vous aide à comparer les versions devient un ennemi. Vous perdez progressivement vos points de référence. Et il ne reste plus qu'une personne pour vous expliquer ce qui est réel. La même personne dont le comportement est remis en question. Septième signe, le doute continue même lorsque l'autre personne n'est plus là. C'est ici que le mécanisme change de forme. Au début, quelqu'un conteste votre réalité devant vous. Puis, peu à peu, vous commencez à la contester vous-même. Vous relisez plusieurs fois vos messages avant de les envoyer. Vous mémorisez les dates et les heures. Vous conservez des captures d'écran, non pour attaquer l'autre personne, mais pour vous rassurer. Vous demandez souvent « Est-ce que ma réaction vous paraît normale ?» Vous préparez vos phrases pendant des heures avant d'aborder un problème.
Vous cherchez le ton parfait, le mot parfait, le souvenir impossible à contester, car vous savez que la moindre imprécision pourra être utilisée pour effacer tout le reste. Puis un jour, vous renoncez à parler. Pas parce que le problème est résolu, mais parce que vous savez déjà ce qui va se passer. Vous allez commencer avec une certitude et terminer avec des excuses. Voilà le signe annoncé au début. Le plus inquiétant n'est pas seulement ce que l'autre personne vous dit, c'est le moment où sa voix commence à vivre dans votre esprit, même lorsqu'elle est absente. Tu exagères? Tu as sûrement mal compris. Tu es encore trop sensible. Vous ne cherchez plus seulement à comprendre ce qui s'est passé. Vous demandez silencieusement la permission de croire ce que vous avez vécu. Et c'est peut-être là que le gaslighting devient le plus puissant. Lorsque l'autre personne n'a plus besoin de nier votre réalité, parce que vous avez commencé à le faire à sa place. Alors, comment distinguer une mauvaise communication d'un schéma réellement préoccupant? Posez-vous 3 questions. Première question, est-ce un incident isolé? Ou le même mécanisme revient-il régulièrement? Une phrase maladroite peut être réparée. Un désaccord peut être clarifié. Mais si chaque problème suit le même parcours, il ne s'agit plus seulement d'une maladresse. Négation, attaque de votre crédibilité, inversion des responsabilités. Et confusion. Deuxième question, la conversation cherche-t-elle à comprendre ce qui s'est passé? Ou cherche-t-elle surtout à détruire votre droit d'en parler? Dans une discussion difficile mais honnête, chacun peut reconnaître au moins une partie de l'expérience de l'autre. Dans une dynamique de gaslighting, une seule réalité reste autorisée. Troisième question, après la conversation, êtes-vous plus au clair ou êtes-vous simplement plus confus, plus coupable et plus dépendant de la version de l'autre? Ces questions ne constituent pas un diagnostic, mais elles permettent d'observer le schéma. Au lieu de se perdre dans chaque phrase, que pouvez-vous faire si vous reconnaissez plusieurs de ces signes? Commencez par revenir à un fait précis. Ne tentez pas de résoudre toute la relation en une seule conversation. Ne cherchez pas immédiatement à prouver que l'autre personne est manipulatrice. Restez sur l'événement. Je parle de ce qui s'est passé hier. Et je parle de cette phrase précise. Je parle de la limite que j'avais exprimée. Cela ne garantit pas une conversation honnête. Mais cela rend les détours plus visibles. Deuxième chose, ne débattez pas sans fin de votre droit à ressentir quelque chose. Vous pouvez dire « Tu n'es pas obligé de partager mon interprétation. Mais je n'accepte pas que mon émotion serve à ridiculiser ma parole. Votre émotion n'est pas une preuve absolue. Mais elle n'annule pas votre expérience. » Troisième chose, créez un point de référence indépendant. Écrivez ce qui s'est passé peu après l'événement. Conservez les échanges importants lorsque cela peut être fait sans danger. Parlez à une personne digne de confiance ou demandez l'avis d'un professionnel qualifié. Le but n'est pas de constituer un dossier pour gagner chaque dispute. Le but est de préserver votre capacité à vous orienter. Quatrième chose, posez une limite à la conversation. Par exemple, je poursuivrai cette discussion lorsque nous pourrons parler des faits sans attaquer ma mémoire ou ma personnalité. Puis interrompez l'échange si cette limite est ignorée. Vous n'êtes pas obligé de rester pendant des heures dans une conversation qui ne cherche plus à résoudre quoi que ce soit. Mais une précision est essentielle. Si la relation comporte des menaces, de la surveillance ou de l'isolement, ne faites pas de la confrontation votre priorité. Il en va de même en cas de contrôle financier, de violence physique ou de peur réelle de la réaction de l'autre personne. Votre sécurité passe avant le besoin d'obtenir des aveux. Cherchez un soutien extérieur adapté à votre situation. En France, le 3919 peut écouter, informer et orienter les femmes confrontées à des violences. Ce n'est pas un numéro d'urgence. En cas de danger immédiat, contactez les services d'urgence. Comprendre le gaslighting ne signifie pas soupçonner chaque personne qui se trompe, ni chaque personne qui se défend mal, ni chaque personne qui se souvient différemment. Cela ne signifie pas non plus que votre perception est toujours parfaite. Cela signifie reconnaître le moment où une conversation cesse de chercher la vérité et commence à vous apprendre que votre propre voix ne mérite plus votre confiance. Une relation saine peut supporter 2 souvenirs imparfaits, 2 émotions différentes, 2 versions d'une même soirée. Elle peut supporter un désaccord, une maladresse, même une erreur. Ce qu'elle ne devrait pas exiger, c'est que la même personne abandonne constamment sa réalité pour maintenir la paix. Vous n'avez pas besoin d'avoir une mémoire parfaite pour mériter d'être écouté. Vous n'avez pas besoin de trouver les mots parfaits pour qu'une limite soit légitime. Vous n'avez pas besoin de rester parfaitement calme pour qu'une blessure soit réelle. Et surtout, vous n'avez pas besoin de l'accord de quelqu'un pour reconnaître qu'une conversation vous éloigne peu à peu de vous-même. Car le véritable danger n'est pas seulement de croire une version fausse,
c'est de ne plus oser croire la vôtre. Comprendre les autres, se protéger soi-même. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une autre forme de contrôle difficile à reconnaître. Le silence utilisé non pour retrouver son calme, mais pour punir, inquiéter et reprendre le pouvoir. Le silence punitif, quand l'absence devient une arme.